bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La coopération ivoiro-marocaine se renforce. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, est en visite de travail au Maroc. Il a rencontré son homologue marocain et évoqué plusieurs sujets. Les deux personnalités s'engagent à faire avancer les projets liés au partenariat stratégique entre leurs pays. La sécurisation des biens des personnes s'intensifie à Ara, dans le Moronou. La localité vient d'avoir son tout premier commissariat. Il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Il appelle à une parfaite collaboration entre population et forces de l'ordre. Le dossier EcoPlus de ce 20h jette une lucarne sur la mobilité urbaine et les conditions de vie des populations. Ce soir, on s'intéresse au 4e pont d'Abidjan qui offre une alternative à la voie express Yopougon-Adjani. Mais quels sont les impacts réels sur la mobilité urbaine et la vie des populations? Éléments de réponse tout à l'heure. Au Niger, la Cour d'appel de Niamey a ordonné aujourd'hui la libération provisoire de 4 anciens ministres du président déchu, Mohamed Bazoum. Ils sont toujours dans l'attente d'une ordonnance de levée d'écrou pour recouvrer officiellement la liberté. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'axe Rabat-Yamsoukro s'intensifie. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, est en visite de travail au Maroc. Il a rencontré son homologue marocain et ils ont évoqué ensemble plusieurs sujets. Les deux personnalités se sont engagées à faire avancer les projets liés au partenariat stratégique entre leurs pays. Carmel Dia pour le reportage. C'est une visite de travail qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat, fort et ambitieux, bénéfique au Maroc et à la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, et son homologue marocain Nasser Bourita ont souligné le rôle clé du secteur privé dans la vitalité des relations bilatérales entre les deux pays. Ils ont insisté sur la promotion de nouveaux investissements dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique. Je voudrais me réjouir de ce qu'au plan économique, comme au plan culturel d'ailleurs, nos relations avec le Maroc ne cessent de se raffermir. Notre plan national de développement 2021-2025 réserve une part belle à l'initiative privée, près de 70%, et nous sommes heureux de constater que les initiatives privées et marocaines prennent leur part. Notre commerce ne cesse de grimper, il est florissant. Évidemment, nous avons le devoir impérieux de faire en sorte que, lorsque tout va bien, nous fassions en sorte que ça aille encore mieux. Nous avons convenu de tenir la commission mixte avant la fin de cette année. Nous allons également réactiver les mécanismes du groupe d'impulsion économique mis en place par nos deux présidents en vue d'établir les canaux de communication entre les structures des secteurs privés de nos deux pays. La coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est encadrée par 130 accords touchant tous les secteurs d'activité. La sécurisation des biens et des personnes se renforce aussi dans notre pays, notamment à Ara, dans le Moronou. La localité vient d'avoir son tout premier commissariat et il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Appelle à une parfaite collaboration entre population et forces de l'ordre. Walter Madou Ouattara. C'est dans la ferveur populaire que les habitants, cadres, élus, autorités coutumières, religieuses et administratives d'Ara célèbrent l'avènement du tout premier commissariat de police de la localité. C'est le résultat des actions conjuguées du Conseil régional du Moronou et de la municipalité d'Ara dans le but d'appuyer les efforts du gouvernement au plan sécuritaire. Il y a quelques mois, c'était la brigade de gendarmerie que nous inaugurons. Aujourd'hui, c'est le commissariat. Existe-t-il d'autres preuves d'engagement du conseil municipal à vous offrir un environnement sécurisé? Ce commissariat est donc le vôtre. Prenez-en soin et travaillons ensemble pour faire de notre commune un modèle de paix. Sans la sécurité des biens et des personnes, chers parents, il n'y a aucun développement socio-économique qui puisse être possible. Continuons à œuvrer pour un avenir où chacun pourra vivre en toute quiétude et en toute sécurité. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, se félicite de cette contribution citoyenne visant à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous avons un problème de coupage de route.
un problème de drogue. Les cannabis commencent à remplacer le cacao dans les plantations et nous avons un problème d'orpaillage clandestin. Ce commissariat de police nous donnera entièrement satisfaction sur ces dossiers et j'en suis convaincu. Procédant à l'inauguration de ce commissariat, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité soutient que sans sécurité, il ne peut avoir de développement durable. Le rôle de la police est non seulement de prévenir et de combattre la criminalité, mais aussi nous avons instruit nos collaborateurs de renforcer la confiance entre les forces de l'ordre et la population. C'est ce concept-là que nous avons appelé police de proximité. Car sans la population, les forces de police et les forces de l'ordre en général ne seront aucunement efficaces. Avec l'ouverture de ce tout premier commissariat, la police de proximité trouve tout son sens à Ara. Bâti sur une superficie globale de 8000 m², cet ouvrage compte 8 bureaux, un poste de police, une salle technique, une place d'armes et des violons. Le Comité national de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, intensifie aussi ses actions et les acteurs de premier plan sur le terrain sont en formation dans la ville historique des Grands Bassam. Ils s'instruisent sur la notion de la durabilité sociale. Mama Traoré nous donne quelques détails. 67% du cacao ivoirien est exporté vers les pays de l'Union européenne et 14% vers les États-Unis d'Amérique. Ces pays consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité du circuit de production et de commercialisation des fèves. Il est même envisagé d'interdire sur leur marché tout produit issu de la déforestation et du travail forcé. De telles exigences interpellent les acteurs de la chaîne de valeur du cacao ivoirien. En réponse, ils décident de s'imprégner de la notion de durabilité sociale du cacao à travers cet atelier de formation organisé par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Cette lutte est d'autant plus cruciale aujourd'hui en tenant compte de nouvelles exigences de production durable du cacao, avec en toile de fond l'entrée en vigueur de la prochaine réglementation sur la déforestation importée. Nous avons aussi la norme AS1000 pour la cacaoculture durable et traçable, où l'entité reconnue doit mettre en place une politique en matière de droits de l'homme, de la sauvegarde de l'enfant. Nous aimerions qu'à l'issue de cet atelier, nous ayons une vision plus claire sur la façon de mettre en commun les efforts, de les discuter avec le secteur privé pour que, à la plus brève échéance possible, nous ayons un outil commun pour repérer, pour traiter et pour documenter tous les cas que nous pouvons trouver de travail des enfants dans ce secteur du cacao. Désormais, la lutte contre le travail des enfants ne se limite pas à une exigence éthique. Elle est également une condition sine qua non pour accéder à des marchés de plus en plus exigeants en matière de durabilité sociale. Outre le renforcement de capacités, cette session sera également le lieu d'actualiser la feuille de route des agents vérificateurs du travail des enfants dans la cacaoculture. Ce corps d'agents vérificateurs permet à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'institutionnaliser la lutte contre le travail des enfants à travers une approche pérenne et une surveillance permanente de proximité pour prévenir tout risque de travail des enfants dans les communautés productrices de cacao et d'orienter les victimes vers les dispositifs de prise en charge. Grâce aux efforts entrepris ces dernières années en Côte d'Ivoire sous l'impulsion de la première dame Dominique Ouattara, le taux de prévalence du travail des enfants dans la filière cacao a baissé de 32%. Voilà, et on accentue la lutte contre la traite des personnes. C'est la journée mondiale aujourd'hui. Et ici, en Côte d'Ivoire, la journée d'information et de sensibilisation contre ce fléau est organisée à Dimokro. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, appelle à une synergie d'action pour nos enfants. Soyons tous engagés contre la traite des personnes. Michel Mambo. L'Eldorado, ce n'est pas forcément ailleurs.
C'est en substance le message véhiculé ce 30 juillet 2024 lors de la 12e journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains ou encore traite des personnes. La ville de Dimbokro, où s'est tenue la célébration officielle, est désormais un des bastions de la lutte, car elle s'est vue installer à l'occasion une cellule locale du Comité national de lutte contre la traite des personnes. À sa tête, le préfet de région du Nzi, qui s'est dit résolument engagé. Nous nous engageons à œuvrer sans répit, d'arrache-pied, afin que ce combat contre la traite des personnes, que en réalité notre combat soit gagné et que la victoire pour un développement qualitatif de Dimbokro avec des femmes et des hommes respectueux des valeurs morales et de dignité humaine soit totale et préservée. Engagement également réitéré par l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Ils se réjouissent de la franche collaboration avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes et assurent de leur soutien au gouvernement. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté n'a pas manqué de rappeler les nombreuses actions entreprises par le gouvernement pour éradiquer le fléau. Miss Belmondo Dogo en appelle toutefois à la responsabilité de tous et à une synergie d'action. Le choix de la région du Nzi, singulièrement du département de Dimbokro, n'est pas fortuit. Cette zone enregistre depuis quelques années un afflux important de personnes dû à l'orpaillage clandestin. Vaillants parents, soyez vigilants et soyons vigilants. Et ne cédez à aucune offre douteuse ou forme d'escroquerie relative à l'éducation, à l'insertion professionnelle de vos enfants, car il reste le meilleur investissement de votre vie. Chers jeunes et enfants, ne laissez personne vous séduire ou vous tromper par les belles images et les contes de fées via les réseaux sociaux ou les médias sociaux. Notre beau pays est un Eldorado, car il recèle en quantité des potentiels nécessaires à votre plein épanouissement. Cette 12e commémoration de la journée de lutte contre la traite des personnes a démarré le 22 juillet dernier. Elle a été marquée, entre autres, tout au long de la semaine, par des campagnes d'information et de sensibilisation, notamment à travers des panels et une caravane. Et en marge de toutes ces activités, on prépare 2025 dans la paix ici en Côte d'Ivoire. La CEI vient de clore sa campagne électorale et la commission électorale indépendante était à la gendarmerie pour l'étape finale. Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kubier, s'est entretenu avec les élèves gendarmes et leurs supérieurs hiérarchiques pour renforcer leurs compétences en matière électorale. Sidonie Davila. Ils sont chargés de la sécurité publique et veillent au bon déroulement des scrutins sur les lieux de vote. Ce mardi, les élèves gendarmes ainsi que leurs encadreurs mobilisés ont été instruits sur l'élection par Ibrahim Coulibaly Kubier, le président de la CEI. Celui qui sait la règle détermine le contexte d'application de la règle. Eux, ils veillent par devoir à l'application de la loi. Et ce faisant, quand ils sont pénétrés des éléments constitutifs de la loi, ils appliquent mieux, ils déterminent son contexte pour assurer un bon maintien de l'ordre public. Et je pars satisfait de ces échanges-là. Débutée le 12 juin dernier, la campagne civique et électorale s'est achevée avec cette étape à l'école de gendarmerie. Et le bilan est plus que satisfaisant pour la CEI. Il fallait apporter la matière électorale à nos concitoyens pour qu'ils soient nombreux à s'inscrire sur la liste électorale à l'effet de choisir sereinement les candidats qui feront acte de candidature. Nous avons donc décidé de venir auprès de la population. Nous avons commencé par certaines institutions et puis ceux qui sont en charge de veiller à l'application de la loi. Ils nous ont montré qu'ils avaient soif de comprendre les règles qui encadrent l'élection et ce faisant, ils vont eux-mêmes, dans l'application, déterminer le contexte qui puisse atteindre le maintien de l'ordre public. Nous osons espérer que la population va suivre quant à l'inscription sur la liste électorale pour qu'au soir du 25 octobre 2025, on ait des élections apaisées. En vue de renforcer l'engagement citoyen à travers tout le pays, la sensibilisation de la CEI
s'est déroulée de manière éclatée avec les différents commissaires dans les régions. Pendant près de 2 mois, cette initiative a touché de nombreuses couches sociales. Là, comme vous l'avez entendu, la tournée de la CEI a démarré dans plusieurs localités. C'était le 12 juin dernier, d'abord à l'ENA, École nationale d'administration. La CEI a donc sillonné plusieurs localités ivoiriennes. Je vous propose maintenant l'étape de Korogo le 10 juillet dernier. Ibrahima Bayo, commissaire central de la CEI, a informé et formé les populations sur le processus électoral. Ami Sissoko. Le commissaire central de la commission électorale indépendante CEI en charge du Poro, Ibrahima Bayo, à Korogo, face aux acteurs de l'élection, entre autres électeurs, partis politiques, commission électorale indépendante locale et agents électoraux, pour les entretenir sur le processus électoral. Également sur la configuration, le fonctionnement et l'organisation de la CEI. Il faut qu'on arrive à un point où les élections ne fassent plus peur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réactions qui sont dues à la méconnaissance même du processus électoral. Il était bon qu'on mène cette campagne pour que les uns et les autres en sachent, afin que certains comportements, on ne puisse plus les retrouver, des comportements de nature à semer le désordre dans notre pays. De l'électeur au résultat en passant par la révision de la liste électorale, la campagne, le scrutin et les contentieux, les acteurs ont été aussi édifiés sur ces points par l'émissaire de la CEI. Avec l'explication qu'il a donnée, je crois que tout le monde a compris qu'ils n'ont pas de parti pris, ils travaillent correctement dans la confiance et dans le sérieux qu'il faut pour atteindre des objectifs de l'État, faire en sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Je suis satisfait de la réunion de ce matin, mais il y a certains points qui doivent être vraiment vus sérieusement. Dans les villages, ils ne font pas les certificats de décès. Mais la commission qui organise les élections indépendantes nous dit tant que tu n'as pas ce document pour ne pas justifier le décès, et ne peut pas extraire cette personne de la liste électorale. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'éducation civique électorale vise entre autres à mieux faire connaître la CEI. Il s'agit aussi de mobiliser les citoyens à prendre une part active aux élections locales et à la présidentielle à venir. Avec la carte d'électeur, on peut revendiquer une existence politique. La preuve, il y a beaucoup de réclamations dont on est en train de parler. Vous ne pouvez même pas réclamer si vous n'êtes pas électeur. C'est être sur la liste électorale qui vous donne droit à la parole, qui vous donne voix au chapitre en matière électorale. Inscrivez-vous. Le préfet des régions du Poro, André Ekponon, qui présidait cette rencontre, a exhorté les uns et les autres à déclarer les décès en vue d'une liste électorale fiable qui sera affichée en septembre prochain pour les éventuelles mises à jour et réclamations. Notre dossier EcoPlus de ce 20 jette une lucarne sur la mobilité urbaine et les conditions de vie des populations. Plusieurs infrastructures sont en cours de réalisation pour faciliter le déplacement des usagers. Et ce soir, on s'intéresse particulièrement au 4e pont d'Abidjan. Mis en service il y a 2 mois, cet ouvrage offre une alternative à la voie express Yopougon-Adjamé. Et ce chef-d'œuvre, fierté des Abidjanais, vise à renforcer la mobilité urbaine. Mais ce pont règle-t-il effectivement le problème de fluidité routière? Quels sont les impacts réels sur la mobilité urbaine et la vie des populations? Questions-réponses dans le dossier EcoPlus, signé ce soir Léon Bro. Autoroute du Nord, tranche Yopougon à Djamé. Les usagers s'activent, pas d'accident de la circulation, pas d'embouteillage non plus. En cette matinée, seulement quelques ralentissements par endroits. Une fluidité routière depuis l'ouverture du 4e pont à la circulation. Avant l'ouverture du 4e pont, c'était pire. Mais avec l'ouverture du 4e pont, je pense que c'est un peu relax ici. Quand tu sors le matin, en 15-20 minutes, tu es déjà au service. Avant, je quittais à 5h du matin, 5h30 à Dabou, pour arriver à 8h, 9h. Mais aujourd'hui, 7h jusqu'à 8h, je suis au niveau d'Angré. Avec l'ouverture du 4e pont, vraiment, on n'a même pas de difficultés. Je remercie M. le Président
vraiment l'effort qu'il a fait pour nous. Plus de réveils nocturnes, plus de temps à perdre pour les usagers de l'autoroute du Nord. Désormais, ponctualité au travail ou au rendez-vous. Précurseur de ces avantages, le 4e pont. Ce chef-d'œuvre architectural au-dessus de la lagune ébriée dans la commune d'Atekoubé. C'est le maillon essentiel d'un ensemble d'infrastructures autoroutières liant déjà la commune de Yopougon à celle du plateau et Adjamé. Un projet qui fait autour de 7 km qui part depuis les sapeurs-pompiers de l'Indénié et qui finit d'abord dans un premier temps après le 16e, avec chaque fois des échangeurs qui permettent d'enjamber ces voies qui rentrent sur Yopougon. Avec l'insertion du BRT, on a dû scinder le projet en 2 phases. La première phase, c'est celle qui est achevée aujourd'hui, qui fait environ 6 km depuis Yopougon jusqu'au niveau de la mairie d'Adjamé. 112 milliards de francs CFA investis exclusivement dans l'ouvrage sur financement de la BAD. Et les retombées sont multiples: mobilité urbaine, économie de temps, d'énergie et de carburant. De réels avantages pour l'économie nationale, pour les usagers de la voie express Yopougon-Adjamé et surtout ceux du 4e pont d'Abidjan. Avant ça, je faisais 45 000 d'ici plateau. Mais aujourd'hui, je fais 7 000 de ma maison au plateau, à mon lieu de service. Je gagne en temps, je gagne en carburant. Ça soulage énormément parce qu'on a connu tous les embouteillages. Tous ceux qui viennent de Yopougon, ils ne pourront pas dire le contraire. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous. On va plus tranquillement, on est moins stressé, on a moins d'embouteillages maintenant. Vraiment, ça fait plaisir. Pas que facteur de croissance économique, le 4e pont impacte même à la vie sociale des populations. L'avantage, c'est que vous avez le temps de voir les enfants, de voir la famille, et le carburant, c'est impec. Plus d'embouteillage, on gagne en tout, j'allais dire. Amélioration des conditions de vie des populations, renforcement de la mobilité urbaine. Le 4e pont en passe d'atteindre ses objectifs autant que le désengorgement de la voie express Yopougon-Adjamé. Au moins 33 000 véhicules détournés chaque jour vers le 4e pont d'Abidjan. On compte à plus de 100 000 véhicules jour qui empruntent dans la voie express de Yopougon. On estimait ici à plus de 52 000 véhicules jour qui devaient emprunter ce axe. Le 4e pont est un projet pour pouvoir donner une alternative donc à toutes ces populations de Yopougon. Pour la plénitude de ses capacités d'absorption du trop-plein du trafic de la voie express Adjamé-Yopougon, encore à réaliser 2 sections du 4e pont. La tranche 16e arrondissement, route de Dabou dans la commune de Yopougon et celle d'Adjamé village entre la mairie d'Adjamé et le carrefour Indénié. Déjà bouclé ici, études et financement. 60 milliards de francs CFA. En termes de chronogramme, si on fait l'attribution, la réception des offres, l'analyse et tout, on doit pouvoir démarrer ce projet avant la fin de cette année de 2024, démarrer au moins le cours des travaux pour une période au minimum de 2 ans. La 3e phase, qui est celle que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, elle doit nous permettre à terme de pouvoir donc continuer le projet et nous raccorder à la route de Dabou en intégrant également le BRT, de telle sorte que quelqu'un qui vient de Dabou ou bien qui vient de Cocody vraiment puisse circuler de part et d'autre. Vraiment, en espace de 10 minutes, la personne a fini de faire son parcours. Il intègre le BRT, bus rapide transit, le 4e pont, un ouvrage à impact réel sur la mobilité urbaine et les conditions de vie des populations. Des avantages bien plus importants que le coût du péage. Reste donc la fin du projet pour densifier le trafic via le 4e pont. Voilà, et c'était le dossier EcoPlus de ce 20h sur le 4e pont. Quel impact réel sur la mobilité urbaine et les conditions de vie des populations. Un dossier EcoPlus réalisé pour vous par Léon Bro. Le FDFP évalue son programme pour l'entrepreneuriat agricole. Le Fonds de développement et de la formation professionnelle met donc en place un programme d'accompagnement des producteurs issus de 13 régions du pays et cela permettra de définir les modalités d'une gestion efficace des activités de la phase finale des projets. Jamayaki. Le programme d'accompagnement des producteurs de 13 régions à l'entrepreneuriat agricole est en phase d'évaluation. L'état d'exécution des projets, les difficultés rencontrées et les conclusions du suivi-évaluation sont au menu des réflexions. Initiée par le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, cette évaluation permettra d'aboutir sur des propositions concrètes d'amélioration. Dans nos zones rurales, il y a très peu d'opportunités, que ce soit de formation ou d'accompagnement à la structuration des organisations agricoles.
Donc pour nous, c'est au-delà même de l'importance du montant qui est mis à disposition pour ce projet, dire merci au FDFP qui a accepté de nous accompagner dans le cadre de ce projet-là. Ce programme d'accompagnement du FDFP est initié en collaboration avec l'ARDCI et l'Institut de technologie tropicale, IDT. Montant du financement du FDFP à l'endroit de 3300 agriculteurs, plus de 2 milliards de francs CFA. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, en ayant accumulé, engrangé les succès de la mise en œuvre de cette phase, et que nous puissions l'étendre sur l'ensemble du territoire national, tout ça en découlant nos activités du programme national de développement et du programme des investissements nationaux d'investissement agricole. Le programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat agricole s'inscrit dans le cadre de la valorisation des ressources humaines par le financement des formations continues et d'apprentissage. Voilà, et toujours dans l'actualité nationale, les médiateurs de l'espace UEMOA réunis à Abidjan travaillent à l'efficacité dans leur mission en faveur de leurs populations respectives. Et cette rencontre des autorités indépendantes chargées de résoudre les désaccords entre les particuliers et l'administration apparaît nécessaire dans la réussite de ces missions, comme nous le rapporte Éric Goré, Sylvestre Nguessan. Une rencontre de haut niveau pour ces membres de l'association des médiateurs de l'espace UEMOA dans la capitale économique à Abidjan. Ils réfléchissent sur les stratégies et mécanismes qui vont leur permettre de se rapprocher davantage des populations à travers le règlement des conflits. Ces médiateurs ambitionnent de faire des pays de l'espace UEMOA des endroits sans conflit. Cette vision, soutenue par bien d'autres mécanismes internationaux tels que la déclaration Oliva-Tambo, les principes de Venise et de Paris, est aujourd'hui plus qu'une nécessité compte tenu du contexte sous-régional complexe dans lequel nous sommes appelés à accomplir nos missions. Nous faisons face d'une part à une crise sécuritaire sans précédent dans notre région et d'autre part à des crises sociopolitiques amplifié par le reflux de la démocratie et de l'état de droit. Adama Tungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, revient sur l'impact positif de la médiation dans le quotidien des populations. La réunion d'Abidjan revêt ainsi un intérêt certain. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire se réjouit d'accueillir cette rencontre des médiateurs de l'espace UEMOA qui permettra par ailleurs d'examiner les moyens de mobiliser les ressources utiles au financement de futurs projets. Mesdames et messieurs, nos institutions de médiation jouent un rôle majeur dans le domaine de protection des droits du citoyen et du renforcement de la cohésion sociale. La mission d'intercesseur gracieux entre l'administration et les administrés, leur permettant d'intervenir en cas d'abus, d'erreur ou d'omission des services publics, rassure les citoyens sur la prise en compte de leurs intérêts. En un mois, c'est la deuxième rencontre de l'association des médiateurs des pays de l'espace UEMOA à Abidjan. La première rencontre s'est tenue du 3 au 5 juillet dernier. Autre rencontre avec cette question, quelle politique culturelle dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Et justement, la question est au centre d'une rencontre organisée à Dabo par le ministère de la Culture et de la Francophonie. La ministre Françoise Rumac et son équipe affinent leurs idées et stratégies. Malika Koulibaly. Valider le document de programmation pluriannuelle des dépenses et des projets annuels de performance du ministère de la Culture et de la francophonie pour la période 2025-2027. C'est l'enjeu au cœur des échanges entre les acteurs budgétaires et les experts du ministère de la Culture et de la francophonie. Cette rencontre est l'aboutissement d'un long processus d'échange avec tous les acteurs budgétaires de notre ministère et d'encadrement de nos correspondants et partenaires. Notre démarche, qui a été participative et rigoureuse, répond aux besoins de produire des documents de qualité intégrant les préoccupations des acteurs des différents secteurs concernés, les orientations de la feuille de route de Madame le ministre, en cohérence avec les orientations stratégiques contenues dans le plan d'action et de développement 2021-2025. Françoise Rumac
salue cette initiative qui vise à améliorer les conditions de travail des artistes. En plus de notre financement, du budget, nous avons aujourd'hui accès à 11 milliards de francs CFA pour de beaux projets, notamment la réhabilitation du centre culturel Jacques Aka et le soutien à la formation de nos acteurs culturels. Nous avons beaucoup de fêtières, nous avons des secteurs extrêmement prometteurs, mais les fêtières qui doivent soutenir et accompagner le développement de notre département doivent être organisées et avec un point particulier qui est celui du statut des artistes. Aujourd'hui, il est important que nos artistes puissent avoir un statut, comme il existe un statut des commerçants, il existe un statut des planteurs, des agriculteurs. Il est important aujourd'hui que nous ayons un statut des artistes. Le texte existe. Ce projet pluriannuel de dépenses et de performances s'inscrit dans le cadre du budget programme adopté par la Côte d'Ivoire le 1er janvier 2020 comme mode de gestion budgétaire. Il permet à l'administration publique de suivre l'action gouvernementale. Voilà, et on revient à Abidjan pour évoquer cette initiative de la Fédération des associations des femmes de Yopougon. La fédération promeut l'autonomisation des femmes. Et bien pour réaliser cette ambition, la fédération a porté son choix sur une femme, son nom, Angèle Gueux, et la nouvelle présidente investie s'engage à être engage donc ses sœurs, les autres femmes, à être des actrices de développement de la commune de Yopougon. Fred Oulaï, Rally Demandé, pour le reportage. 70 groupements et associations de femmes issues du groupe ethnique Dan, résidant dans la commune de Yopougon, célèbrent l'unité. Constituées en fédération, ces associations installent leur nouvelle présidente sous le regard du premier adjoint au maire de Yopougon et de la représentante d'Arlette Badou, présidente de l'Union des femmes du RHDP. Angèle Gueux, la nouvelle présidente de cette fêtière, définit ses objectifs. L'UFD a pour objectif de promouvoir l'entente, la solidarité agissante et l'assistance mutuelle entre ses membres et les associations sœurs de Yopougon. Nous en prenons la nette mesure. Venus des 4 coins de la commune, chefs traditionnels et autorités communales adhèrent au projet des femmes, celui d'œuvrer à l'autonomisation de la jeune féminine et au développement du Tompi. La représentante de la marraine lance un appel à plus de cohésion. Ces femmes ont bien compris ce message et ont décidé de se mettre en association pour pouvoir bénéficier des grands projets qui sont initiés au niveau de la commune de Yopougon. De façon individuelle, je le dis, on peut faire beaucoup de choses, mais ensemble, c'est encore mieux. La Fédération des femmes leaders de Yopougon compte plus de 200 membres, issus de diverses associations. Voilà, et sur le terrain politique, les militants du RHDP du Logui-Bois se préparent pour 2025. Pour mieux aborder ces échéances, les militants suivent une formation, le témoignage de Konaté Moussa. Les militants RHDP du Logui-Bois à l'école du parti, ils sont formés sur les stratégies de conquête de nouveaux militants. C'est de prendre en compte l'importance de l'opération e-militant. C'est très important. La direction du parti n'a pas engagé cette opération sans un objectif précis. Et ils ont retenu qu'il faut qu'ils s'engagent véritablement dans cette opération. Les équipes, pendant 2 semaines, sont au corps à corps, d'une part, pour enseigner l'organisation du parti, la discipline et le militant modèle, bien sûr, à leur apprendre aussi le processus électoral, et d'autre part, à faire en sorte que nos militants soient engagés dans cette école de pensée qui est le développement de la Côte d'Ivoire avec l'homme au milieu. L'humain au cœur du développement, mais aussi l'union et la cohésion au sein des militants sont entre autres les recommandations de Amédée Kofi Kwaku, coordonnateur régional principal du Logui-Bois. Un bon militant, pour moi, quand ton parti a décidé là, tu t'alignes derrière ce que ton parti a dit. Tu ne vas pas faire autre chose. Si on veut réussir, c'est simplement dans la cohésion. Les militants RHDP ont suivi avec grand intérêt les panels présentés par les formateurs, avec à leur tête Samwa Kouboué, chef de délégation.
Voilà, et il y a eu présentation de vœux de nouvel an au président du COSIM. La rencontre s'est tenue dans la commune de Cocody à la grande mosquée de la Riviera Golf et c'était en présence de plusieurs guides religieux. Une rencontre marquée, vous allez le voir, par des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Assistant Diarra, Pagasoro connaît le reportage. Ils sont plus de 1000 fidèles musulmans venus des différentes communes de l'intérieur et du district d'Abidjan. La raison de ce déplacement à la grande mosquée de la Riviera Golf, présenter les vœux de nouvel an, année 1446 Hégire, au cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Et aujourd'hui, on a présenté les vœux à Cheikh Aïma et à tous les imams et à toute la communauté musulmane. Et on prie Dieu pour que les prières qui ont été faites soient exaucées. La Côte d'Ivoire a besoin de ce genre de cérémonie. Si l'ensemble des imams, les 31 régions se sont retrouvés pour souhaiter les vœux de la nouvelle année musulmane hégirienne à notre grand cheikh, vraiment pour moi, c'est une source de bénédiction. Le guide suprême de la communauté musulmane a exhorté tous les fidèles à l'union, la solidarité et le vivre ensemble. Il a également formulé ses prières à l'endroit du président de la République et de tous les Ivoiriens. Le discours du cheikh était formidable, c'était axé sur 4 choses comme il a dit. Prier pour le pays, prier pour la stabilité, pour la paix et encore aussi travailler pour la cohésion sociale. Les guides chrétiens et les guides musulmans, ce qui nous unit est beaucoup plus important sur le plan social en tout cas, que ce qui nous divise. La lutte contre les dépravations, la lutte contre la consommation de drogue, la lutte contre les criminalités, la lutte contre la pédophilie. Nous demandons à Dieu de faire en sorte que le président de la République et tous ses collaborateurs aient toujours les moyens nécessaires pour continuer ces efforts de développement pour le pays. Qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Cette rencontre a été aussi un moment de retrouvailles et d'échanges pour renforcer les liens de fraternité entre les fidèles. C'est un tournant dans la diplomatie marocaine. La France soutient le plan marocain sur le Sahara occidental. L'ancienne colonie espagnole est revendiquée par Rabat, mais aussi par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenu par Alger. À l'occasion donc de la fête du trône, célébrant les 25 ans de règne du roi Mohamed VI, le président français Emmanuel Macron a adressé au monarque une lettre indiquant que le plan marocain constituait désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on va terminer par le Niger, où la Cour d'appel de Niamey a ordonné aujourd'hui la libération provisoire des 4 anciens ministres du président déchu, Mohamed Bazoum. Ils sont toujours dans l'attente d'une ordonnance de levée d'écrou pour recouvrer officiellement la liberté. Fin de ce 20h, merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite la paix, la solidarité dans votre entourage et dans votre cœur. Demain 20h, sur ce même plateau, sur la même chaîne, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.